こんにちは、スワンです。お久しぶりです。今日はですね、京都の日本語学校の生活や私のリアルな体験についてお話ししていきたいと思います。この動画は、フランス語メインになるので、英語や日本語の字幕が欲しい方はぜひコメントで教えてください。いつも日本での生活の Vlog を見てくださって本当にありがとうございます。前に投稿した留学生ビザの動画の後、YouTube コメントでインスタの DM で日本語学校についてたくさん質問がいただいたので、今回はそれに全部答えていきたいと思います。それでぜひ最後まで見てください。全体的に見ると楽しくてすごく良い経験だったと思いますけど、正直言うと思っていなかったこともあって、勉強が大変だと感じることもありました。たくさん話すつもりなのでエネルギーが必要ですね。ということでまず抹茶を作っていきます。Fua Matcha des. J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis ambassadrice de la marque de matcha Fua Matcha. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchas que j'ai pu boire dans toute mon expérience matcha. Ce que j'aime dans ce matcha, c'est qu'il est très doux, il est très facile à préparer, il a une super couleur, une super odeur, ce qui garantit sa qualité. En plus de ça, il m'aide à avoir une meilleure concentration, à avoir une énergie douce et diffuse dans la journée, et il contribue à la bonne santé de ma peau et de mes cheveux. Si vous voulez goûter un matcha d'excellence, je vous le recommande. Et bonne nouvelle, vous pouvez avoir 15% de réduction grâce à mon code que je vous affiche à l'écran sur votre prochaine commande. Donc n'hésitez vraiment pas et n'hésitez pas à me faire aussi un retour si vous le goûtez. Du coup, je vais me préparer mon matcha et je reviens tout de suite. Et voici mon matcha. Wow. Regardez cette couleur sublime. Là, pour la vidéo, je vais en avoir besoin, donc c'est parfait. Itadakimasu. Santé à Fua Matcha. Trop bon. Bon, je suis prête maintenant, mais avant de commencer, j'aimerais juste vous dire 2-3 petits trucs. Premièrement, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas pouvoir vous dire le nom de mon école, mais si vous êtes vraiment curieux, envoyez-moi un DM sur Instagram et je vous répondrai que si vous me suivez sur Instagram. Ensuite, petit disclaimer, tout ce que je vais dire, c'est tiré de mon expérience personnelle, donc ça va être mon avis sur mon expérience en école de langue à travers moi, à travers ma personnalité, et aussi à travers mon école qui sera différente des autres écoles, bien évidemment. Enfin, je voulais vous dire que si vous me connaissez pas, il y a énormément de vlogs Japon sur ma chaîne YouTube et j'ai aussi une vidéo qui vous explique comment partir étudier au Japon et obtenir son visa étudiant. Voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors je vais pas trop m'éterniser sur ce qu'est une école de langue japonaise parce que j'ai tout expliqué dans l'ancienne vidéo. Et je vais commencer par répondre à la première question qui est: quel métier peut-on faire après avoir fait une école de langue? Alors malheureusement, l'école de langue ne fournit pas de diplôme reconnu par l'État pour pouvoir travailler au Japon. Le diplôme que vous obtenez une fois que vous finissez l'école, c'est une attestation qui stipule que vous avez effectivement bien reçu des cours dans l'école. Mais en soi, elle n'a pas trop de valeur. Ensuite, en général, l'année, elle est séparée en 4 trimestres. Dans mon école, il y avait 8 niveaux, allant de débutant jusqu'à avancé, et chaque trimestre correspond à un niveau, donc le but, c'est de passer au niveau supérieur à la fin de chaque trimestre. Sinon, on peut redoubler, mais ça, c'est un peu plus rare. J'ai ensuite reçu la question qui est: combien de temps ça prend pour apprendre à parler japonais et le comprendre? Alors c'est une question assez large et un peu compliquée à répondre, mais si on suit le diagramme que je vous montre à l'écran, je dirais que ça va prendre entre 6 et 9 mois pour pouvoir parler un japonais conversationnel dans la vie de tous les jours. Petit point un peu anecdotique, mais j'ai eu quand même cette question plusieurs fois, notamment en live TikTok, c'est que en fait il n'y a aucun étudiant japonais, et comme c'est une école privée et indépendante, ça n'a aucun rapport avec le système scolaire japonais. Donc il n'y aura pas de règles comme le port d'uniforme ou enlever ses chaussures, ou des règles sur la couleur des cheveux ou le maquillage.
Donc le premier jour de cours arrive, j'étais très contente. Et en fait, ce premier jour, c'est pas vraiment un jour de cours, c'est plus une journée d'information, donc une pré-rentrée. On vous présente l'établissement, les lieux, les professeurs, les services qu'ils proposent, mais aussi on a ce qu'on appelle un test de placement. Donc en fait, c'est un test qui va déterminer notre niveau de japonais parce que les enseignants ne connaissent pas notre niveau. Et à la fin de ce test, on aura une note et c'est grâce à cette note qu'on va être répartis dans une classe. Et les classes, c'est par niveau, donc comme j'ai dit, il y a 8 niveaux. Donc il y a les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le test a duré environ 2 heures, vous avez de tout, vous avez de la grammaire, du vocabulaire, des kanji, de la compréhension écrite et de l'expression orale. C'était un test assez difficile et personnellement avec la fatigue du voyage depuis la France jusqu'au Japon plus ma maladie parce que j'étais en convalescence encore d'une opération, j'étais pas du tout dans mon état normal donc j'étais pas du tout performante. Je me souviens même qu'il y avait des kanji que j'arrivais plus à écrire alors que je les avais bien appris, par exemple le kanji de Hana, et en fait c'est un secret mais j'ai un peu triché parce que en fait j'ai vu que dans les salles de classe il y a souvent sur les murs des énormes posters avec tous les hiragana, tous les katakana et les kanji les plus simples du N5. Et quand je me suis rendu compte, j'ai vraiment regardé de manière furtive comme ça. Bon, il faut me comprendre, j'étais pas au top de ma forme comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous parler de ma maladie dans une autre vidéo. Ensuite, on vous parle du règlement de l'école et j'ai la question suivante qui est: quelles sont les obligations des étudiants dans l'établissement? Si vous vous absentez pour une maladie comme le coronavirus ou la grippe A, vous devez fournir un certificat pour que votre absence ne vous soit pas sanctionnée. Si vous n'avez rien, malheureusement, votre taux de présence va diminuer. Pareil si vous êtes en retard. Et bien sûr, il faut éviter le plus possible d'être en retard. Ensuite, bien évidemment, il faut garder son environnement propre, jeter, trier ses déchets. Il faut se mettre dans la tête que pour certains, ce n'est pas inné. Et pour les interdictions, il est interdit de fumer, interdit de filmer, interdit de charger ses appareils électroniques. Et dernièrement, il est interdit de manger en cours, mais on a le droit de boire. Et franchement, quand j'ai su qu'il était interdit de manger en cours, j'étais vraiment un peu en panique parce que moi, j'ai faim toutes les 2 heures. Et je me suis dit, mais comment je vais réussir à tenir sans manger? Donc ça, c'était le jour de la pré-rentrée. Et ensuite vient le jour du premier cours. Ce jour-là, on fait encore un petit peu des rappels sur comment se passe la vie en classe. On achète les manuels scolaires. Donc, mes manuels, ils sont juste ici. Alors, premièrement, j'ai dû acheter le Minna no Nihongo 1. Il est comme ceci. Ensuite, j'ai acheté aussi le Minna no Nihongo 2. Avec ça, j'ai aussi le workbook du Minna no Nihongo 2. Et j'ai aussi le Kanji Master N4, mais aussi le N5. Bon, le N5, je l'ai perdu. Du coup, comme c'est la première fois qu'on rencontre nos professeurs et que souvent il y a des nouveaux arrivants comme moi, chacun doit se présenter. Donc voilà, faut pas trop être timide et je vous conseille de bosser un petit peu votre présentation en japonais aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'étais avec un ami, on était les seuls nouveaux en fait. Et donc ce jour-là, je m'en souviens très bien, je me suis sentie un peu à la ramasse. J'ai eu du mal à m'adapter et à m'habituer au fonctionnement des cours. Mais bon, ça a pas duré trop longtemps, je crois que ça a duré 1 semaine et puis après ça allait beaucoup mieux. Maintenant, je vais vous parler de comment se passe un cours et une journée type. Donc moi, j'ai été attribuée à la classe 2, donc le niveau 2, et les cours du niveau 2 sont l'après-midi. Donc c'est entre 13h30 et 16h45, donc on a environ 3h15 de cours. Bien sûr, il y a une pause au milieu, une pause de 15 minutes que je trouve assez courte, mais bon, ce n'est qu'un détail. Alors j'ai la question, pour apprendre le japonais, tu dois bien avoir une langue source en commun pour apprendre. Alors la personne qui a posé la question, c'était pour savoir si les cours étaient en anglais. Eh bien non, les cours sont exclusivement en japonais. Les professeurs ne parlent pas un mot d'anglais, voire très peu. Mais c'est vrai que parfois, s'il y a des mots de vocabulaire un peu trop difficiles, il y a parfois sur les polycopiés la traduction en anglais. Donc il faut savoir un minimum comprendre l'anglais. Les cours en japonais, c'est quand même un sujet de débat. Moi personnellement, j'ai pas eu de problème par rapport à ça, mais d'autres personnes trouvent ça trop compliqué. Prochaine question, c'est comment sont organisés les emplois du temps des étudiants. En fait, chaque classe a un professeur principal et c'est lui qui va nous distribuer les emplois du temps, enfin moi j'appelle ça le planning, qui va vraiment détailler tout ce qui va se passer pendant le trimestre, donc les jours fériés et aussi les tests, les examens. Aussi le prof principal, c'est lui qui va décider où est-ce qu'on va s'asseoir dans la classe. C'est pas nous qui décidons. Et en plus du professeur principal, on a d'autres professeurs aussi, donc c'est un professeur différent par jour. Comment se passent les 3h15 de cours? D'abord, en premier lieu, on a la partie prononciation. Donc le prof va dire des sons, des syllabes, puis des phrases,
et nous on va devoir les répéter tous ensemble, mais aussi un par un. Honnêtement, je trouve que c'est assez inutile. Après ça, on a les kanji, donc on reste environ 30-40 minutes sur les kanji. Il faut les préparer à l'avance chez soi, donc il faut chercher la signification de certains mots, et aussi le prof va nous les présenter bien sûr avec des diaporamas. Ensuite on va faire des exercices de kanji dans le livre de kanji que je vous ai montré, et puis on est toujours interrogé au tableau pour écrire les kanji et pour corriger des exercices. Toutes les 2 semaines environ, on a des tests de kanji. Ensuite, après les kanji, on a souvent soit de la compréhension orale, soit de la compréhension écrite. Donc soit on écoute un CD et on répond à des questions, il y a des textes à trous, des dictées, soit on a un texte, on doit le lire et on doit répondre aussi à des questions. Et puis enfin, on a la partie grammaire qui arrive, c'est la partie qui va prendre le plus de temps. Et pour la grammaire, on va suivre le programme des Minna no Nihongo, donc qui sont juste là. Et au début de chaque chapitre, on reçoit une feuille de vocabulaire qu'on doit préparer chez soi, on doit écrire la traduction dans notre langue. Ensuite, chaque prof a sa manière d'enseigner, même si elles sont à peu près similaires. Donc chaque prof aura un diaporama qu'ils vont nous mettre sur l'écran et il va nous expliquer le point de grammaire, il va aussi écrire au tableau certains exemples. Et une fois que ça c'est fait, on va direct enchaîner sur des exercices et il peut nous interroger un par un. Donc il faut être vraiment attentif en cours. Après ça, on va faire aussi des exercices individuels, mais aussi en binôme, en trinôme ou parfois en groupe. Et des fois on fait vraiment des jeux avec des jeux de rôle, etc. On fait des petites compètes, mais ça dépend vraiment des profs. Et vraiment moi je préfère ce genre d'activité ludique parce que ça devient plus stimulant et plus dynamique, mais il faut vraiment avoir de la chance de tomber sur un bon prof quoi. Et chez nous, tous les vendredis, au lieu de faire de la grammaire, on faisait des cours de conversation. Donc les cours de conversation, c'est un peu particulier parce que en fait on nous donne des scripts et en fait on doit les retravailler, réécrire nous-mêmes, créer un script et ensuite on se met en binôme et on nous donne environ 45 minutes pour créer notre propre conversation et genre la conversation elle doit faire au moins une page. On va devoir tous passer devant toute la classe pour réciter notre conversation et il faut vraiment ne pas trop lire nos notes et on est vraiment évalué sur tout, sur notre intonation, sur l'utilisation de vocabulaire et de grammaire, sur notre jeu d'acteur aussi. Donc vraiment c'était un peu stressant et il y a aussi une critique globale qui dit que en fait finalement on n'apprend pas vraiment à faire de la conversation mais on apprend surtout à apprendre quelque chose par cœur et ça nous fait plus travailler notre mémoire à court terme que apprendre à converser en japonais. Moi je suis un peu d'accord avec ça, mais je me dis aussi qu'il y a toujours aussi des avantages à faire ça, parce que pour moi c'est en répétant et en parlant que ça va rentrer en fait dans la tête. Donc voilà comment se passent les cours. Pour les devoirs vraiment, donc c'est dans le workbook ici, donc en fait vous avez juste 1 ou 2 pages d'exercices à faire sur le point de grammaire qu'on vient d'étudier, et en général ça prend allez, entre 1 heure, 1 heure et demie vraiment, si c'est trop compliqué. Passons à la partie évaluation. Chaque fin de trimestre, on aura une note finale qui va déterminer si on peut passer au niveau supérieur ou non. Et dans le trimestre, on aura plein de petites notes par-ci par-là, comme des devoirs maison, certains tests ponctuels comme les tests de kanji, on a des partiels de mi-trimestre, on a un concours de discours et on a l'examen final. Concernant le concours de discours, on dit aussi speech contest, il faut préparer selon un sujet, un discours. Bien sûr, on commence à écrire notre script quelques semaines auparavant, et le prof va nous aider, il va nous corriger. Et donc moi je suis restée 2 semestres, donc j'ai eu 2 discours. Pour le premier discours, le thème c'était quel est mon rêve, et pour le deuxième discours c'était présenter un lieu à valeur historique. Et la consigne en fait c'était qu'on devait trouver le lieu, il fallait préparer une interview, aller sur le lieu et interviewer quelqu'un pour avoir des réponses et faire notre discours. Et ça c'était tellement difficile, franchement, pour moi c'était presque impossible, je sais pas comment j'ai réussi. Ok, maintenant on va s'intéresser à tout ce qui est extrascolaire, donc en dehors des cours. Premièrement, on a ce qu'on appelle un groupe Line. Donc Line, c'est une application de messagerie qui est un peu l'équivalent de WhatsApp au Japon. C'est un groupe pour la classe et on va s'échanger des informations importantes. C'est vraiment à l'initiative des étudiants et c'est important parce que des fois il y a des gens qui n'écoutent simplement pas les consignes et dans ce cas, ben ça nous embête un peu tous, hein. Il y a aussi une sortie scolaire par trimestre, donc en fait on va visiter un lieu dans
Kyoto, un lieu touristique en général, donc nous on a visité le Nijō-jo. L'école propose aussi en option des ateliers comme des ateliers de ikebana ou de calligraphie, et ça il faut s'y inscrire par soi-même. Aussi, l'école vous propose de vous aider si vous êtes à la recherche d'un baito, donc un travail à temps partiel, pour toutes les procédures d'inscription, pour les examens, pour le JLPT et pour vous inscrire en université. Donc voilà, il y a pas mal d'aides, donc il faut pas hésiter à les contacter. J'ai une question assez rigolote, c'est pour les activités extrascolaires, comment ça se passe en vrai par rapport à ce qu'on peut voir dans les animés? Alors malheureusement, comme je l'ai dit, ça fait pas partie du système scolaire japonais, donc il n'y a pas de bunkasai. En revanche, il y a une journée du sport, donc il y a 2 teams et ils sont en compétition et il y a des parcours sportifs et tout. Franchement, apparemment c'est super. Voilà, je suis trop dégoûtée de pas avoir pu le tester. Bon, et si on passait à mon opinion, mon avis global, ce que j'en ai pensé. Mais avant, je vais quand même finir mon matcha, parce que là, il est tout froid. Alors, commençons déjà par les points positifs. Je dirais déjà qu'on est très bien encadré, que les informations sont toujours claires et sont très bien transmises, donc on n'est jamais perdu. Les locaux sont modernes, assez propres. Ensuite, en général, les professeurs sont gentils, très motivés, passionnés et aussi pédagogues, même si il y a des exceptions, donc franchement, c'est une question de chance. Mais de manière générale, on est dans une ambiance assez décontractée, assez joviale, donc ça, je trouve que c'est un très bon point. Il n'y a jamais eu un moment où je suis allée à l'école et je me suis dit ah ouais on va passer une mauvaise journée. Au niveau des cours, au final, même si on suit à la lettre les cours dans le livre Minna no Nihongo et qu'on pourrait être tenté de se dire que finalement on pourrait apprendre tout seul, je trouve que avoir un cadre, avoir des professeurs, ça aide énormément. On est bien accompagné et on peut poser plein de questions et on peut être corrigé. Et le dernier avantage aussi, c'est qu'on a énormément d'exemples de phrases. Et c'est ça qui me manquait quand j'étudiais le japonais toute seule. Voilà pour les points positifs. Du coup, pour les points négatifs, il y en a quand même quelques-uns. Premièrement, je trouve qu'il y a certains aspects qui sont assez stricts. Par exemple, dans un examen, on va vous poser une question et en fait, eux, l'école, ils exigent une certaine réponse. Alors qu'il existe tellement de manières de faire une phrase correcte. Autre point négatif aussi, c'est que parfois il y a de l'ambiguïté. Je m'explique, je donne un exemple. Dans les examens, vous avez des fois des dessins et il faut les décrire en japonais. Mais le problème, c'est que le dessin, il est pas assez précis et selon la personne, on a des interprétations différentes. C'est même pas une question de japonais, c'est une question de perception finalement. Après, le point négatif le plus important que j'ai pu remarquer pour moi, c'est que j'ai trouvé le rythme beaucoup trop intense. Je me suis sentie un nombre incalculable de fois désemparée face à la masse d'informations qu'on nous donne. J'ai eu tellement de moments de démotivation et où j'avais plus confiance en moi et vraiment ça c'était pas facile et j'en ai vraiment pas trop parlé mais c'était une réalité. Un autre point qui peut s'avérer être positif comme négatif mais pour moi je l'ai un petit peu mal vécu. Ce qu'il faut savoir c'est que les gens, les étudiants viennent de différents pays. Ils ont aussi des âges différents et des manières d'étudier différentes, des objectifs différents. Il y en a qui sont pas là pour travailler, il y en a qui sont là par obligation parce que voilà, dans leur pays d'origine il se passe des choses malheureuses et ils sont là pour retrouver une meilleure vie. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont passionnés, il y en a qui sont là pour le visa. Donc quand on doit travailler en équipe, des fois c'est très difficile de s'entendre avec son binôme. Aussi ce que j'ai remarqué c'est que, on va dire allez, 70% des étudiants sont très timides et très introvertis. Je sais ce que je dis parce que je le suis aussi, mais moi ma différence c'est que j'ai vraiment fait des efforts pour aller vers les gens et pour me dépasser en fait. Quand je vais essayer de leur parler, elles vont se renfermer sur elles-mêmes et elles vont pas du tout continuer la conversation. Donc non seulement il y a une difficulté pour travailler ensemble, mais aussi une difficulté pour se faire des amis. Mais je dis pas que c'est impossible de se faire des amis, mais vraiment il a fallu faire beaucoup d'efforts, donc mon conseil c'est vraiment toujours essayer, toujours voilà, chercher un petit peu. Du coup cette difficulté à se faire des amis, je trouve que ça va beaucoup jouer sur nous, sur la confiance en soi et sur la solitude aussi. Moi j'ai eu quelques expériences bonnes et mauvaises avec les personnes de mon école. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, avec aussi d'autres aspects de la vie au Japon en général. Donc je pourrais parler de solitude, de relations personnelles, du mal du pays, enfin plein de choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de choses vous intéresse.
classe. Un dernier point négatif, c'est que je trouve que les classes étaient assez nombreuses. On était environ 23 dans mes classes, donc on n'a pas trop de suivi personnalisé. Je trouve que les niveaux étaient assez hétérogènes et aussi c'était assez bruyant et il y avait des élèves perturbateurs. Oui, il y avait vraiment des élèves qui, pendant les cours, criaient, rigolaient, se moquaient du prof quand le prof était pas trop autoritaire. Et ça vraiment c'était pas cool et je trouve que c'est très regrettable. Donc voilà, j'ai fini sur les points positifs et négatifs. Maintenant je vais vous dire ce que j'ai remarqué et ce que je pense de certaines choses. Premièrement, il y a cette chose que j'ai entendue énormément avant de partir au Japon, c'est ce mythe de se retrouver largué si il y a une majorité de chinois sinophones dans notre classe. Et franchement, je trouve que ce mythe, c'est du bullshit. Vraiment, c'est faux. Attention, je parle bien sûr sur la partie des kanji, parce que ceux qui ne savent pas, les kanji, ce sont des caractères chinois, donc du coup, les sinophones, ils ont une certaine facilité à les apprendre. Moi je suis pas d'accord avec ça. Certes ce sont des caractères qui vont se ressembler mais ils ont quand même une différence. Et en fait beaucoup de sinophones avaient de mauvaises notes pour leur test de kanji. Si ils font un kanji que tout est correct mais qu'il y a ne serait-ce qu'un seul trait qui manque ou qu'il y a une mauvaise inclinaison ou qu'il y a une mauvaise longueur, eh bien le prof il va le compter faux. Certes la signification et la prononciation parfois elle est similaire mais c'est pas du tout pareil. Donc pour moi ils ont aussi un effort à faire dans l'apprentissage des kanji. Et j'ai pas trouvé qu'ils faisaient plus travailler les non-sinophones sur les kanji que les sinophones. Il y avait aucune discrimination là-dessus, enfin aucune différence. Une autre chose, c'est que le visa étudiant, c'est pas des vacances. Bien sûr, on peut aller visiter le Japon pendant ses temps libres et ses vacances, mais il faut absolument consacrer du temps aux devoirs et à l'étude personnelle. Chaque jour, on apprend des nouveaux vocabulaires et des nouveaux points de grammaire, et si on révise pas, c'est comme ça qu'on est largué très facilement. Je vais finir cette vidéo avec ce dernier point qui est-ce que je me suis améliorée en japonais. J'ai oublié de vous dire, mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Ça me ferait super plaisir, d'ailleurs mon objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas. Je pense que de mon point de vue, oui, je me suis améliorée en japonais, surtout au niveau des kanji, et c'était en grosse partie du fait que j'étais encadrée et que j'étais obligée de performer. Aussi l'avantage d'être au Japon, c'est que ce que j'apprenais, eh ben, je pouvais l'utiliser directement dans la vie quotidienne, avec mes amis, avec mes professeurs, mais aussi dans mes vidéos, et ça j'étais super satisfaite. J'ai vu aussi de l'amélioration parce que j'ai passé le JLPT après mes 6 mois d'études, et j'ai eu aucun problème en passant le JLPT parce que j'ai été très bien préparée. Et en fait j'ai réalisé que finalement ce type d'apprentissage il est très efficace pour moi. C'est ce côté répétition scolaire, on te prend par la main un peu archaïque, qui est assez efficace. Je dis pas que c'était facile, mais c'est quelque chose qui a marché pour moi. En revanche, il peut ne pas marcher pour les autres, et c'est ce que j'ai constaté. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce type d'enseignement, et aussi j'ai remarqué que beaucoup n'ont pas les compétences linguistiques qui correspondent au niveau qu'on leur a attribué à l'école. C'est un peu comme si les cours ne leur servaient pas finalement parce qu'ils sont incapables de faire une phrase sans faute, ou alors ils font sans cesse les mêmes erreurs. En tout cas, ça c'est ce que j'ai remarqué quand ils doivent s'exprimer à l'oral. Après, à l'écrit et en lecture, par exemple, là, ils ont plutôt un bon niveau. Je pense que l'école de langue, en tout cas la mienne, elle nous forme plus pour la lecture et l'écriture que pour la conversation quotidienne. Et ça se reflète beaucoup chez les étudiants parce que, en fait, finalement, il y a énormément d'étudiants qui ont déjà passé le JLPT et qui ont souvent le JLPT N3 ou N2. Or, le JLPT, pour moi, c'est un peu une arnaque parce que le JLPT, il n'y a aucune épreuve d'expression orale ou écrite. Ce n'est que des QCM, donc forcément tu peux avoir un très bon niveau au JLPT sans avoir forcément les compétences linguistiques pour t'exprimer à l'oral ou à l'écrit dans la vraie vie. Du coup, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que l'école, elle forme très bien pour les examens type JLPT, et je pense que si on veut s'améliorer en expression orale ou écrite, il faut qu'on trouve soi-même des moyens pour s'améliorer, rencontrer des japonais, faire des activités extrascolaires, faire du shadowing, etc. Il y a tellement de manières. Conclusion, pour moi, oui, je pense que je me suis améliorée. Pour d'autres, ça va dépendre. Pour conclure, globalement, c'était une assez bonne expérience, même si je ne l'imaginais vraiment pas comme ça. Si jamais vous êtes intéressé pour partir en école de langue au Japon, mais que vous êtes vraiment pas sûr sur l'école, ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas vous engager sur une trop longue période. Vous pouvez commencer par faire 6 mois et puis ensuite vous voyez. Si jamais ça vous plaît, vous pourrez prolonger, ça se fait très bien. Et si jamais ça vous plaît pas, vous pourrez changer d'école. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est que chaque personne va vous donner des avis différents. Par exemple, là, je vous ai donné mon avis, mais quelqu'un d'autre
va vous dire l'exact opposé. Mais ce qui est important, c'est que c'est à vous de prendre ce qu'on vous dit et de les appliquer à vous-même. Si une personne pense que quelque chose est négatif, peut-être que pour vous ça va être positif. Donc vraiment prendre tout avec des pincettes et avec du recul, c'est vraiment le plus important. Voilà, tout ça pour dire aussi que j'ai vraiment passé de très bons moments à l'école. Aussi, je me souviens très bien de la dernière semaine qui était très triste et j'ai même commencé à pleurer quand les professeurs nous disaient au revoir. Il est indéniable que ces professeurs m'ont énormément aidé et qu'ils m'ont donné énormément de bagages. En tout cas, voilà. Aussi important, je suis en train de préparer d'autres vidéos de ce type, dont une où je vais vous expliquer comment faire pour s'installer au Japon. Donc tout ce qui va être carte SIM, logement, etc. etc. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire s'il vous plaît, ça va me permettre de structurer ma vidéo. Je vous invite à nouveau à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu et à utiliser mon code FOAMATCHA pour avoir 15% de réduction sur votre prochaine commande. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de vlog au Japon. Merci également aux abonnés de m'avoir soutenu sous mes précédentes vidéos et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!